Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le crush d'une avocate avec la crypto. Biba Omzi, founding partner d'Omzi Legal. Le juste milieu est très difficile à trouver entre ne pas tuer l'innovation et mettre en place en fait certaines protections des investisseurs pour permettre au projet aussi d'avoir une confiance du grand public. Pourquoi est-ce que c'est pas devenu mainstream ? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Il y a aussi beaucoup de choses, mais beaucoup de technicité. Il faut une facilité d'approche. Il faut aussi une éducation. Une discussion à la croisée de nombreux chemins. La crypto, l'innovation, la réglementation, le juridique, pour comprendre les enjeux et les challenges des acteurs crypto pour les prochaines années. La raison pour laquelle j'ai convié Biba, c'est aussi cette expertise ultra fine qu'elle a des marchés suisses et européens. En filigrane de cet échange de nombreux concepts, notamment les distinctions entre les 3 catégories de tokens, Utility, Payment et Security, les DAO, ou encore les typologies de PSAN ou de VASP. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de comprendre le rôle que joue le GAFI et la manière dont les pays européens et la Suisse se positionnent sur ces sujets. Vous verrez que la Suisse est très pragmatique et flexible et a su développer un savoir-faire bien à elle. Nous revenons aussi sur des sujets cross-border. Enfin, Biba nous livre sa vision de l'évolution de ce marché naissant qui a encore de nombreux défis à relever et la manière dont elle accompagne ses clients. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Biba. Bonjour Solène. Trop contente que tu aies accepté mon invitation. J'ai quand même dû te convaincre vu que c'est le premier et peut-être le seul podcast que tu accepteras de faire. Donc c'est trop chouette. Merci à écoute, toi. on va tout de suite attaquer par une petite présentation. Tu vas t'introduire auprès de l'audience, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens. Et tout le monde va tout de suite comprendre pourquoi ça a du sens que tu passes sur Vinscale. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai une expérience juridique. Ouais. D'accord. J'ai fait du droit français, j'ai fait du droit luxembourgeois et surtout du droit suisse. Ouais. J'ai passé mon barreau en Suisse et je suis allée chez le régulateur après. Tada. À la FINMA. À la FINMA. Ensuite, j'ai rejoint Crédit Suisse où j'ai pris la compliance Europe pour Crédit Suisse. Ouais. Enfin, des entités européennes à Luxembourg. Ouais. Et puis, finalement, je suis revenue à mes amours et je me suis inscrite au barreau en Suisse et à Luxembourg. Voilà. Et tu as créé ton étude. J'ai créé mon étude, majoritairement, évidemment, pas de surprise, en matière réglementaire, en matière suivi, autorisation, compliance, AML, mais surtout, mon grand amour, les cryptos. Ah, voilà. On y vient. Alors, ce qu'on a déjà fait, tu le sais, un épisode sur lequel je parlais de réglementaire. Donc, on va épargner sur ce sujet-là, sur les procédures d'agrément, les auditeurs. Mais on va se focaliser sur la crypto. Je suis ravie d'y retourner cette semaine. Ça va être une partie de notre discussion parce que toi, tu as vu l'émergence de la crypto à ses tout débuts et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ces tout débuts parce que tu as découvert en fait la crypto lorsque tu étais encore à la FINMA, c'est ça ? C'est juste. Est-ce que tu peux nous raconter cette première expérience et ce premier contact ? C'était en quelle année et comment est-ce que tu as été amené à découvrir en fait tout ce nouvel écosystème naissant qui était complètement inconnu de nous tous ? Alors en fait, pas forcément à la FINMA, dans le sens où la FINMA a toujours, je pense, la possibilité d'avoir des formations pour être certaine qu'au niveau des nouvelles technologies, les gens qui travaillent à la FINMA sont quand même à même de comprendre ce qui se passe et ce qui arrive. Et donc, à l'époque, j'étais à la FINMA jusqu'au début 2016. On avait des formations et on parlait beaucoup de nouvelles technologies, de blockchain, effectivement, mais aussi de crowdfunding à l'époque. C'était une grande discussion, crowdfunding, crowdlending. Et puis, je me suis intéressée beaucoup à l'innovation de manière générale. Mmh. Et là, je finis donc à la FINMA en tant que telle. J'étais moins sur les innovations que plus sur l'enforcement, puisque je m'occupais de la coopération internationale, c'est-à-dire d'échanger les informations entre régulateurs pour des procédures d'enforcement, d'investigation, d'enquête, comme la manipulation du Libor ou ce genre de choses-là. Ouais, donc, pas toujours très sympathique pour ce qu'on appelle crypto, en Suisse. Ouais, exactement. Toujours est-il
Quand je suis sortie de la FINMA, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de quelque chose de tout nouveau. J'avais pas entendu parler et qui était ce qu'on appelle une organisation autonome décentralisée. Et, en fait, on m'avait parlé de l'ADAO, la vraie. Ouais. Et on m'a dit voilà, il y a 7. Et qui t'avait dit ça ? Des gens que j'ai rencontrés en Suisse, qui étaient partie du projet et qui m'expliquaient. Et à chaque fois, je revenais avec mes réflexes centralisés en disant mais qui est derrière, mais comment ça se passe, mais où est la juridiction, et à chaque fois on disait non, je te réexplique. Et il y a notamment quelqu'un qui faisait partie en Suisse du Parti Pirate qui a été très sympa et qui m'a expliqué pendant très longtemps, et plus il m'expliquait, plus j'étais là, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Rien à voir avec ce que j'ai connu jusqu'à présent. Rien à voir. Mais l'idée de décentralisation, donc cette idée d'avoir pas un seul point de décision, l'idée de distribution, d'avoir à la fois au même moment les mêmes informations, d'être de manière étendue et répliquée partout, c'était complètement un game changer. Ouais. Et ça m'a hooké depuis le tout début. Ouais. Et là, je me suis dit, peu importe ce que je fais, même si je viens d'un monde très traditionnel, avocate, j'assume, voilà, eh bien, je vais continuer. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler en off avec les gens de la communauté, les aider à soutenir ça. Et puis même quand j'ai accepté mon job en tant que compliance officer, chief compliance officer à Luxembourg, j'ai continué à garder ces activités à côté. D'accord. Et ce qui m'a permis aussi de soutenir le GAFI dans toutes les réflexions, à travers en fait leur participation privée, où ils permettent aux gens de venir et de travailler avec eux sur les guidelines. Aussi de créer Let's Block, l'association à Luxembourg, de continuer à travailler aussi en bénévolat, bien sûr, pour la Crypto Valley Association en Suisse, et de créer et de soutenir la communauté. C'était vraiment important pour moi de me dire, OK, j'ai cette formation réglementaire, j'aimerais pouvoir continuer à aider la communauté. Top. Alors cette DAO, c'était ton premier contact. Comment est-ce que tu as vu les choses évoluer et bourgeonner finalement au fil de ces 7 années qui se sont écoulées ? Comment ça s'est fait par phase ? C'est fou, tu dis 7 années, j'ai l'impression que 7 années, c'est peu. Et au final, dans la crypto, ça va tellement vite. Chaque année, il y a des nouvelles trends, il y a des nouveaux mots-clés. Mais au final, c'est souvent, en fait, des réflexions plus profondes qu'il faut réfléchir. Bien sûr, il y a son lot de scams, il y a son lot d'innovation, d'opportunités aussi dans l'autre sens. Je l'ai vu évoluer avec un rapprochement entre ce qu'on appelle la TradFi ou la finance traditionnelle et puis l'innovation, les purs players. Il y en a très très peu qui n'ont pas voulu avoir cet attachement en fait au monde traditionnel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont raisonnables pour avoir compris qu'il faut quand même un minimum pouvoir avoir un mass adoption et pouvoir en fait travailler sur... Bon, évidemment, s'ils viennent aussi vers moi maintenant, c'est parce qu'ils savent qu'il faut avoir ce message aussi plus réglementaire, traditionnel, pour pouvoir se développer. Ouais. Et donc, dans les différentes phases que tu as vues, donc il y a eu cette DAO en tout premier lieu, et après, qu'est-ce qui a commencé à émerger ? Il y a beaucoup de choses qui ont émergé. Il y a eu les ICO avec les classifications des tokens. On a eu ensuite, après, les stablecoins. On a eu... Bon, maintenant, beaucoup, c'est les DAO en ce moment. C'est étonnant parce que ça revient à ce qu'on a fait au tout début. Hein. Je rappelle que la DAO, c'était quand même avril 2016. Avril-mai 2016. Donc c'est vrai, ça a son lot de développement, mais c'est lié aussi au développement d'une ou deux protocoles qui peuvent permettre certains step-up. Le Bitcoin n'a rien à voir avec l'Ether qui a permis tous les smart contracts, et jusqu'à maintenant, on doit avouer, c'est quand même celui qui est le plus utilisé, l'écosystème Ethereum à travers l'Ether. Donc c'est certain qu'il y a eu des phases. Oui, on a eu aussi la phase, et on a toujours la phase des NFT. Je pense qu'il y a beaucoup de buzz. Chaque année a son lot de buzz.
après, dans tout ça, il y a une vraie part d'innovation. Oui. Et c'est dommage parce qu'il y a une part de buzz qui fait qu'on ne se concentre pas sur les players qui sont là, qui sont steady et qui sont steady jusqu'à maintenant, en ce moment. Ouais. On en parlait avant d'enregistrer. Alors, c'est intéressant parce que toi, tu as vu aussi, et venant de la Suisse, qui est quand même un pays qui se positionne fortement sur la crypto en général, tu as vu aussi l'émergence et le développement justement des lois en Suisse, mais aussi en Europe. Tu parlais des différentes catégories de tokens. Ça m'intéresserait que tu nous apportes un éclairage spécifique sur la signification de token dans un environnement purement suisse, qui est finalement assez pragmatique, versus l'Europe. Alors après, chaque pays a sa propre interprétation, mais que tu nous donnes un éclairage spécifique sur cette dichotomie Suisse-Europe. Je ne sais pas si on peut parler de dichotomie. Non, je pense qu'on peut parler de complémentarité, parce que ça dépend aussi... on parle de la Suisse, j'ai un petit accent suisse qui revient. Ça me rappelle des souvenirs. L'avantage, je dois dire, les principes qui ont été mis en place par la FINMA en 2017-2018 sont toujours ceux qui sont appliqués par la FINMA. C'est-à-dire le principe de fonction économique et du but du jeton, du token, c'est-à-dire d'aller regarder ce que le token a comme but. Oui. Et la classification que la FINMA a faite de mémoire en février 2018, elle est toujours là. Ouais. Cette classification de 3 types de tokens, qui est le token ou jeton de paiement. Donc là, on va s'axer sur tout ce qui est AML, parce que ça a une fonction de paiement, d'achat de services. Et dedans, la FINMA avait mis Bitcoin et Ether, et c'est toujours le cas. Le jeton d'utilité, où beaucoup de gens ont souhaité dire que leurs jetons étaient des tokens d'utilité. Parce que Utility token. Utility token. Et puis la FINMA ne parle pas de security token, elle parle d'asset token, ou de jetons d'investissement, ce qui est beaucoup plus large. Ouais. Et après, il y a des hybrides, mais ça, c'est tous les régulateurs, c'est-à-dire si tout d'un coup, tu peux faire du paiement, de l'utilité en même temps. Ouais. Mais cette classification-là, elle est toujours là. Et au fur et à mesure des années, parce qu'il y a cette classification qui n'a pas bougé, eh bien, tu as la possibilité d'aller auprès de la FINMA, de demander un ruling, d'expliquer ton cas et d'avoir un certain pragmatisme. Parce que les gens savent qu'ils peuvent demander. Oui, ça coûte de l'argent, ça c'est certain. Oui, il faut être certain à un moment T de ton business model. Mais tu as une position. Et tu as une position qui est claire sur ce que tu as présenté. Et au fur et à mesure des cas, qui construit en fait une quasi... Les juristes vont pas aimer, mais jurisprudence. Une à certains précédents. Et ça, c'est très avantageux. Il y a un équilibre entre rechercher et soutenir l'innovation avec ce pragmatisme, mais aussi avec des activités d'enforcement si tout d'un coup l'activité n'est pas autorisée et qu'elle a continué à se faire. Ça, je trouve vraiment très intéressant. Et tu retrouves moins ça en Europe ? Alors, déjà, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une position commune avec autant de pays. Ouais. Il faut savoir aussi qu'il y a toute une série de layers qui se créent en Europe. Et il faut arriver à trouver sa vision à l'intérieur de l'Europe. Alors, espérons-le, ça va le faire avec peut-être MiCA et avec le pilot régime. Ouais. C'est plus compliqué. Et puis, certains pays ont voulu mettre en place des régimes particuliers, comme les PSAN en France, ou bien les PSAV ou VASP à Luxembourg. Mais voilà, ce sont deux régimes distincts, avec des règles distinctes. Ne prenant que Luxembourg, le Luxembourg a souhaité, par exemple, être au plus proche du GAFI et ont pris des définitions qui étaient relativement proches du GAFI. Ouais. Alors même que la France avait déjà un certain lobby et s'est adaptée à la discussion avec plutôt un actif numérique. Ouais. C'est très intéressant parce que ça montre aussi l'historique. Cet historique qui a permis aux États de se développer avec leurs capacités et avec leurs réflexes réglementaires qu'ils avaient déjà avant. Donc, s'ils étaient pragmatiques, ils le restent. S'ils ne l'étaient moins, mais ils ne le sont pas, forcément. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce que tu m'avais dit ça la dernière fois qu'on en avait parlé. J'ai trouvé que c'était sympa. J'aimerais bien que tu nous en reparles. Tu m'expliquais que parfois, tu avais des projets qui arrivaient et c'est tellement naissant et nouveau il fallait quand même pouvoir se positionner sur un projet bourgeonnant et émergent. Comment est-ce que ça se passe quand tu as des clients qui viennent te voir et qui te présentent un projet avec des particularités nouvelles et qui n'étaient pas dans le passé et que tu découvres, et comment est-ce que tu t'y prends pour évaluer, ne serait-ce que pour évaluer quel type de token c'est ?
Je sais pas si c'est simple comme question. Non, mais je comprends tout à fait. C'est exceptionnel parce que j'ai essayé de développer une liste de questions. Tu peux être sûr que toutes les réponses sont pas du tout correctes quand après tu fais l'entretien, parce qu'en fait, c'est essayer de mettre dans les cases quelque chose avec un questionnaire d'entrée qui fonctionne pas. Donc, en général, je vais prendre un entretien où je vais justement leur poser différentes questions. Où est-ce qu'ils se développent ? Qui est-ce qu'ils visent ? Quel est leur but ? Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire ? Quelle est leur valeur ajoutée ? Quel est leur pitch elevator aussi ? Pour que je puisse comprendre, indépendamment de la technologie, là où ils veulent aller. Tu vises des clients retail, tu vises des clients professionnels, tu vises un marché européen, tu vises un marché mondial. J'ai la chance de pouvoir être à la fois à Luxembourg et en Suisse, ce qui me permet de les aiguiller, pas forcément sur l'Europe ou pas forcément sur la Suisse. Ouais, c'est ça qui est top. C'est qu'en fait, sur ces projets-là, tu peux tout de suite passer, aller aux États-Unis, Singapour, puisque ce sont tout de suite d'emblée des projets mondiaux. Oui, alors ça c'est aussi intéressant, c'est que très vite, comme il y a assez peu d'avocats dans le domaine, on identifie aussi très vite des avocats dans les pays dans lesquels on a justement, parce que souvent les projets sont pas centralisés sur un pays particulier, donc on peut très vite en fait identifier les intérêts de chacun des pays. D'accord. Au-delà de ça, je pense qu'il faut avoir la naïveté de dire qu'on ne sait pas, qui nous explique la technologie qu'ils veulent utiliser, qui nous explique... Ça t'aide à évaluer vraiment, ça vraiment. Ce qui m'a passionné dans la crypto, c'est que les gens m'expliquent... quand ils commencent par exemple un nouveau protocole, qui m'expliquent leur protocole, de comprendre le layer 1, t'arrives layer à comprendre parce que t'es pas tech du tout à la base. Enfin, alors, je fais que t'as plein d'activités. Non, mais on the side où tu développes la nuit, je ne sais pas, mais je pense pas. C'est vrai, t'as raison, mais c'est aussi ça qui m'a motivée en fait. Ouais. Et je viens d'une famille de techniciens et d'ingénieurs. Ma sœur est ingénieure, mon père est horloger, et donc j'aime bien pouvoir décortiquer. Donc, être beaucoup plus dans les faits et la technique que dans le côté subjectif. Ouais. C'est très intéressant d'arriver à voir en l'espace... Après, tu sais, au fur et à mesure. Mais en l'espace de 30 à 1 heure, où les gens veulent aller. Ta grille d'entrée de projet, tu l'as pas. Je suis pas sûre que ça apporte grand-chose. Mais tu sais, au fur et à mesure, tu sais que si tu veux faire une association, une fondation, pour préserver certains droits ou pour partager certains droits ou certaines choses, tu vas aller plutôt en Suisse. Si tu veux faire des fonds, tu vas aller à Luxembourg. Si tu vises plutôt des participants de manière européenne et de manière accrue, actif, donc pas reverse solicitation, mais vraiment actif, tu vas essayer de viser plutôt l'Europe. Et puis à partir de là, tu fais ta roadmap. Et s'ils sont d'accord avec toi, tu les guides. Un peu sur ce que tu avais expliqué la dernière fois, toi, du côté technique, eh bien, c'est la même chose du côté juridique. Ouais. Après, il faut que les gens souhaitent l'entendre aussi. Parce que c'est pas... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire... On veut notre fondation. Mais voilà. Et parfois, oui, la fondation n'a pas toujours des éléments positifs. Ouais. Ça reste une entité dans laquelle personne n'est propriétaire. C'est mettre à profit dans un but particulier des assets. Ouais. Donc, il faut être d'accord d'accepter ça. Ouais. J'en avais parlé avec Marique sur un épisode que j'avais fait sur NEAR, justement, la fondation NEAR, que tu connais, j'imagine. Oui. Super, écoute, hyper intéressant, merci beaucoup, c'est une super grosse intro. Ça m'aurait aussi intéressé, donc tu parlais du statut PSAN, VASP, enfin peu importe la terminologie et le pays. Quel scope de service on retrouve sur ces appellations ? On va appeler ça PSAN pour simplifier, parce que PSAN c'est qu'en France. Quel genre de service ça recouvre ? Parce qu'il y en a quand même une multiplicité. Il y en a plein qui sont enregistrés comme PSAN, je pense, je sais pas, à CoinHouse, Flowdesk, etc. Alors, la plupart des gens sont partis, en fait, la plupart des autorités, sont partis des catégories qui avaient été émises par le GAFI à l'époque, qui avaient en fait essayé de mapper 5 services. Les services de crypto à fiat, donc fiat c'est la monnaie fiduciaire, de crypto à crypto, le paiement ou le transfert de crypto, la conservation et l'administration des cryptos, et puis après, de manière générale, la participation et les prestations de services autour de la crypto. D'accord.
Et c'est ce qu'on retrouvait plus ou moins dans le PSAN et c'est ce que l'on retrouve à Luxembourg. Il faut savoir que là, encore une fois, ça a évolué énormément. MiCA a mis plusieurs années à être publié, enfin, c'est même pas encore publié au journal officiel. Mais disons, on y est presque. Et justement, il y a beaucoup plus de catégories chez MiCA. Donc, il faut réfléchir plutôt dans les réflexes, malheureusement, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais de finances traditionnelles et quelles sont en fait les activités qui normalement sont réglementées. Et ces activités-là seraient typiquement réglementées pour certains cas de crypto. Ouais. Alors tu vas me dire, tu fais du juriste en utilisant beaucoup de conditionnels, mais c'est vrai que le diable se cache dans les détails. Et ce qui est marrant, c'est que y a pas cette typologie d'acteurs en Suisse. Non. Pas du tout. Alors, c'est très intéressant parce que, comme je te disais tout à l'heure, la FINMA a essayé d'être très neutre. Elle a défini des jetons. Elle a ensuite eu une position en matière de stablecoin. Mais il y a toujours la réflexion de dire, très bien, ça ressemble à une activité d'un établissement financier. Ça ressemble à un gestionnaire de fortune, ça ressemble à un trustee, ça ressemble à un gestionnaire de fortune collective qu'on appellerait asset management, une direction de fonds, une banque. Eh bien, je vais aller regarder si les conditions qui sont applicables normalement en Suisse le sont aussi pour ces cryptos. Donc, on va d'abord essayer de qualifier, et c'est là où c'est vraiment important, de qualifier le jeton. Ouais. Est-ce que je suis sur c'est le terme, jeton en Suisse, mais c'est finalement token, crypto, comme tu souhaites l'appeler. Je vais essayer de qualifier le token. Et de cette qualification-là, je vais dire, OK, c'est une qualification d'un paiement. Le paiement, c'est notamment en Suisse ce qu'on appelle la loi sur le blanchiment d'argent. Quelles sont les activités ? Et on se retrouve, par exemple, très étonnant, avec, dans certaines activités particulières, excuse-moi, je fais toujours des caveats, la possibilité d'inscrire une entité pour des services de paiement uniquement en matière de blanchiment d'argent. Ouais. Donc, de ce qu'on appelle une SRO, et donc pas soumis directement à la FINMA. Une SRO, c'est en fait un organisme en Suisse qui est privé, qui est mandaté par la FINMA et qui est en charge de vérifier le blanchiment. Donc le respect des règles de lutte contre le blanchiment. Et donc c'est pas directement la FINMA, c'est ce qu'on appelle les SRO. Il y en a, je crois, une dizaine en Suisse. Et tu le fais pour certaines catégories d'activités. D'accord. Achat, vente de métaux précieux, paiement, par exemple, ce genre de choses-là. Ah oui, je savais pas. Et du coup, en Europe, qu'est-ce que tu aurais ? Tu aurais MiCA avec une autorisation ou bien avec un établissement de paiement avec une gouvernance complètement différente de ce que tu retrouverais en Suisse. Intéressant. À l'inverse, en Suisse, si tu as des dépôts d'un certain montant, tu vas tout de suite tomber dans la licence bancaire. D'accord. Et c'est intéressant parce que quand on parle en ce moment de FTX, on parle beaucoup de ségrégation des assets et ces ségrégations d'actifs. Eh bien, puisque ces banques... Il y en a en tout cas 2 que je connais en Suisse qui sont à Zurich, sont des établissements bancaires. Ils doivent respecter les règles de tout établissement bancaire, c'est-à-dire BAL 3, c'est-à-dire ségrégation, gouvernance. Donc là, tu n'as plus de problème. Eh bien, oui. Enfin, il y en a toujours. C'est pas parce que... tu n'as plus ce problème. Voilà. Alors, de quoi les régulateurs ont peur exactement ? Alors moi, je pense tout de suite à l'AML. Dis-moi, là, c'est une grande question. Je suis pas sûre qu'on parle que des cryptos. Non. Sur ce type d'acteur. Moi, je pense que déjà, le number one, c'est l'AML. Oui, je pense que c'est celui qui a été le plus important et c'est celui qui a été identifié très tôt, à tort ou à travers, pour certaines transactions. Et il y a eu beaucoup de prestataires de services pour analyser les transactions on-chain, comme on dit, qui se sont développées avec force de tools vraiment bien faits. J'ai avoué qu'on peut toujours comparer certains prestataires, dont un prestataire qui est à Luxembourg d'ailleurs, et un autre qui est en France, un autre qui est au UK et un autre aux États-Unis. Il y en a certains qui sont vraiment bien identifiés. Que j'ai eu sur mon podcast. Ah, voilà. Qui aident en fait au transfert de fonds en matière de crypto. Donc oui, ça a été une des grandes peurs. Je fais partie en fait d'une global coalition justement dans ce domaine-là, mis en place par le VEF pour mettre... Le World Economic Forum. Oui, enfin, je préfère. Oui, pardon. Qui justement a pour but de mettre en place les autorités policières, les autorités financières, ces prestataires
pour vérifier qu'il n'y ait pas de gap. D'accord. Okay. Mais on n'en est pas encore là, hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc oui, effectivement, c'est un élément, mais c'est pas le seul. Parce que si on réfléchit, actuellement, la plupart de ces VASP registration, qui sont des enregistrements et moins des autorisations ou des licences, donc quelque chose de plus léger, elles sont focalisées sur l'AML. Donc tu peux montrer tu peux montrer ce que tu as fait en matière d'AML, quelle est ta politique, comment tu vas analyser ton KYC, très bien. Mais personne va te demander, ou au départ personne ne te demandait, maintenant c'est en train de changer, comment tu as mis en place la gouvernance. Est-ce que tu as des règles de conflit d'intérêts? Est-ce que tu as des règles de traitement approprié du client? Est-ce que tu as des règles en matière de risque de liquidité, de risque de marché? Toute une série de règles que tu attendrais de la part d'une banque, de n'importe quelle entité réglementée et autorisée. Eh bien, celles-là n'ont pas forcément été demandées au départ. Et je pense que cette peur, je sais pas, on peut appeler ça peur, mais en tout cas, le souci, c'est de vérifier qu'il y ait des gouvernances, que les différents risques, risques réputationnels, risques de compliance, de conformité, risques de marché, risques de liquidité, manipulation de marché, tout cela sont identifiés. Ouais. Exactement. Ouais. Donc on risque de se retrouver d'ici quelques années avec des établissements qui évoluent dans cet écosystème-là, qui étaient auparavant juste enregistrés, entre guillemets, à quelque chose qui ressemble plus à une entité régulée, type banque. Tu vois ça comme ça, toi ? Oui. Ouais. Oui. C'est forcé. Aussi parce que si ça prend de la place et si on vise des retail, il faut une certaine protection de toute façon. Et il faut... Alors, il y a deux façons de faire, et c'est des réflexions économiques. Est-ce que c'est la loi du marché? Est-ce que finalement le marché va s'assainir de soi-même? Ou bien est-ce qu'il faut une intervention de l'État, une intervention étatique, une intervention réglementaire pour mettre tout ceci en place? Je pense que c'est un juste milieu. Le juste milieu est très difficile à trouver entre ne pas tuer l'innovation et mettre en place, en fait... une certaine protection des investisseurs pour pour permettre au projet aussi d'avoir une confiance du grand public. Pourquoi est-ce que c'est pas devenu mainstream? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Il y a aussi beaucoup de choses, mais beaucoup de technicité. Il faut une facilité d'approche. Il faut aussi une éducation. C'est de plus en plus facile, mais c'est vrai qu'il y a encore 2 ans, quand tu te connectais avec ta clé, c'était quand même pas. Les outils en ligne étaient quand même pas extraordinaires. Oui. Il n'y a pas de bonne solution. Bien sûr, not your key, not your coin, je suis d'accord. Néanmoins, on peut aussi avoir confiance. Je ne connais pas non plus tout le monde qui a mis tout son argent chez soi. Donc, il y a des justes milieux. En ce moment, je pense plus qu'avant. Écoute, c'était super intéressant. Alors, un des points que tu as touché du doigt, et je pense qu'on terminera tout doucement vers ça, mais c'est le positionnement des acteurs de la finance traditionnelle. Tu disais que donc, tout le monde commence vraiment à identifier ce nouvel écosystème comme quelque chose de très intéressant. Est-ce que les banques elles-mêmes vont aller s'enregistrer comme SAN ou autres, ou est-ce qu'il y a plutôt des logiques de partenariat qui se mettent en place? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans les différents contacts? Parce que tu es aussi pas mal en contact avec des banques. Pour dire la vérité, je vois beaucoup plus de banques qui vont s'intéresser à faire la due diligence sur des acteurs enregistrés pour le moment, peut-être autorisés par la suite, et de faire soit des actes de délégation, soit des actes d'outsourcing. Les régulateurs, les autorités de surveillance des marchés financiers en Europe ou bien en Suisse sont très soucieuse de vérifier que lorsqu'il y a un outsourcing qui est fait en matière d'IT, en matière technique, en matière de cloud, ou même de fonctions essentielles comme la conformité, par exemple, ce soit fait de manière très carrée et rigoureuse. Donc, je pense effectivement que faire un pas vers la crypto, la DeFi, ce sont des choses que les établissements vont peut-être pas forcément faire, ou ils vont le faire en partie pour certains éléments. Et pour d'autres, comme surtout la custody, par exemple, ils vont peut-être aller vers un tiers de confiance. Pour autant que ce tiers de confiance, ils puissent faire un audit raisonnable, soit eux-mêmes, soit par un tiers reconnu. Là, les auditeurs auront vraiment un rôle à jouer, à mon avis. Top. J'aimerais te poser encore une question avant qu'on se quitte, qui concerne justement cet intérêt qu'ont certains acteurs. Alors, je pense par exemple à Signum, qui est suisse, qui est basé à Zurich à la base, et qui s'est enregistré
au Luxembourg, j'imagine pour prester à terme en Europe. Quel est l'intérêt pour des acteurs donc, comme ceux-là qui vont de la Suisse vers l'Europe ou de l'Europe vers la Suisse? Qu'est-ce que ça représente? Quel est l'intérêt d'une part et quels sont les challenges d'autre part pour ces deux cas de figure? Alors c'est intéressant parce que tu le mentionnes, Sygnum est en fait une des deux banques qui est une banque crypto. Hein. Donc c'est une banque qui est à la base, qui a considéré de faire de la crypto et qui a demandé sa licence. Si je m'abuse, c'est même la première à avoir eu la licence bancaire. Ouais. Tu pourrais très bien te dire, une banque suisse n'a pas forcément besoin. Mais si tu regardes un petit peu même dans la finance traditionnelle, tu as des banques suisses à Luxembourg qui se sont installées pour justement servir le côté européen. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Ouais. Aussi, il faut pas sous-estimer que les centres de compétences en matière traditionnelle peuvent être un atout pour la crypto. Je m'explique. Je vois beaucoup d'initiateurs de projets suisses qui sont intéressés à faire des fonds crypto à Luxembourg. Ouais. Parce qu'il y a quand même des réflexes que tu as au niveau luxembourgeois, comme l'évaluation d'une NAV, la possibilité de choisir tes prestataires externes, la possibilité d'avoir des sociétés qui sont relativement flexibles et adaptées aux désirs des investisseurs. Donc, il y a une certaine compétence et cette compétence-là, elle se reflète aussi. La deuxième chose, c'est que ce soit pour l'instant à Luxembourg, si l'on veut déployer de manière active, pas en reverse solicitation, de manière active à Luxembourg, il faut une autorisation PSAV. Et on ou ne en peut pas. France. Enfin, et pareil en France, ouais. PSAN, exactement. Ça va changer avec Mika qui aura ce passporting, mais pour l'instant, Mika, c'est toujours pas au journal officiel. Et puis, encore une autre chose qui est un avantage, c'est qu'il va y avoir des règles au niveau européen, au niveau fiscalité, qui va aussi changer la donne, en bien ou en mal. Donc il y a aussi ça à mettre en place dans la balance. Si on vise pas forcément que des Européens et qu'on vise plutôt une antenne internationale, la Suisse a vraiment une flexibilité, une pragmatisme et surtout une sécurité dans la réflexion juridique. Je trouve vraiment intéressante. Ouais. Les lois sont les mêmes, que ce soit pour la crypto ou non. Donc, on sait à quoi s'en tenir. Pour Mika, si c'est appliqué, il va falloir qu'ESMA entre en jeu en mettant en place des guidelines particulières. Donc, il va y avoir toute une construction aussi. Néanmoins, une fois qu'on sera sûr de savoir comment va fonctionner Mika, ce sera vraiment powerful. Et je pense que ça va assainir aussi le marché. Assainir le marché, oui. Ouais. Je ne suis pas certain que des toutes petites structures vont arriver à survivre forcément en Europe. Ouais, ça, c'est certain. Après, assainir en bien ou en mal, on parle quand même d'innovation. Hein. C'est les petites structures qui viennent avec aussi des idées, des game changers. Hein. Bon, Biba, je sais que tu m'écoutes. Je te remercie d'ailleurs pour ça. De temps en temps, j'ai des petits retours. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous recommander un ouvrage avant qu'on se quitte ? Écoute... j'ai relu récemment le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ouais. Ça a pris un coup de vieux, c'est certain. Mais il y a vraiment des aspects qui résonnent, qui font assez peur, en fait. Non, c'est vrai que je ne l'ai pas lu depuis, je sais pas, 25 ans. C'est assez impressionnant. Et si tu mets ça en lumière avec les réseaux sociaux et la rapidité des transactions... Ouais, je sais pas forcément. Quel message d'espoir. Oui, pardon. Parfait. Écoute, merci beaucoup Biba pour tous ces partages. C'était très riche. Je me suis régalée. Et je te dis à toi. Vraiment, à bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.